la transformation du système alimentaire. Si vous êtes en ligne, je suis Rosa Donovan, je suis l'éditeur-en-chef de la publication AgroFacts basée à Bruxelles. Je vais modérer cette session après mon collègue Stephen Sacker jusqu'à peu près 12h30. Nous souhaiterions que ce soit aussi interactif et inclusif que possible. Donc, si vous voulez poser une question en ligne, descendre jusqu'à l'image, en dessous de l'image, et pour entrer votre question là, et ce sera transmis à nous ici. Les questions de l'Assemblée doivent être posées en anglais ou en ligne. Vous pouvez les poser en français. Aussi, soyez libre de nous rejoindre sur Twitter au forum pour Ag. Alors, sans attendre, je vais vous présenter notre système conférencière qui est présidente directeur général Jacques Delors, basée à Bruxelles. Elle a beaucoup d'expérience. Elle était membre du cabinet, au cabinet de Jacques Delors lorsqu'il était président de la Commission européenne. Geneviève, directeur honoraire de la Commission européenne, était directeur des services juridiques de l'Organisation internationale pour le travail, directeur du WWX. Très impressionnant, mais elle est aussi diplômée de la Sorbonne, Sciences Po à Paris et l'École nationale d'administration. Geneviève Pons, vous avez la parole. C'est bien d'être de retour après quelques années en personne. C'est une bonne expérience, même si la salle n'est pas aussi remplie qu'avant. Vos Excellences, invités distingués, Mesdames et Messieurs, merci beaucoup tout d'abord aux organisateurs du forum de m'avoir invité à parler ici aujourd'hui. Il y a quelques années, je suis venue en tant que chef du WWF, bureau européen, pas international. Et je vois aussi d'anciens collègues dans la salle. D'ailleurs, tout au long de ma carrière, j'ai travaillé sur la durabilité de l'environnement dans des postes différents et sous des angles différents. Commencé en tant que membre du cabinet du président de la Commission, Jacques Delors, où j'étais responsable de la préparation la conférence de l'ONU sur l'environnement et le développement en 92 à Rio. Alors, de retour de Rio, j'ai contribué à ce que l'on pourrait voir comme étant le premier agenda de développement durable pour l'Europe, chapitre 10 du livre blanc de 94 sur un nouveau modèle de développement. Vous pouvez le lire avec intérêt. Vous pouvez voir que le concept tel que l'économie super légère et 26 ans avant le contraire, le Green Deal, nous avons comme objectif la bonne combinaison de la justice sociale et de la protection des ressources naturelles. C'est dans ce contexte que je me tourne vers les discussions actuelles concernant la transformation du système d'agriculture, d'alimentation de l'Europe. D'abord, cette transformation est nécessaire. Les données sont claires. À peu près un quart des émissions de gaz à effet de serre est causée par la production alimentaire. À l'UE, le secteur agricole représente plus de 10% de ces émissions à effet de serre. Les pratiques de gestion non durable dans la foresterie, l'agriculture contribuent à la dégradation du sol. Plus de 80% de tous les sols sont contaminés par des pesticides résiduels. Une grande utilisation des engrais cause la putréfaction de nos sols et de nos systèmes d'eau
et porte atteinte à la biodiversité. Donc l'érosion du sol est un problème grave, surtout dans les États membres méditerranéens. Alors, les importations d'alimentation causent la déforestation et augmentent l'utilisation des engrais et des pesticides dans d'autres pays. L'UE est responsable de 16% de la déforestation qui conduit liée au commerce international et c'est le deuxième contributeur après la Chine. En outre, nous ne sommes pas seulement sous pression de réduire l'impact de nos méthodes de production alimentaire sur l'environnement, mais aussi d'adapter nos productions agricoles et alimentaires au changement climatique. Il faut aborder le problème aussi des déchets, de la perte des nourritures pendant la nourriture, pendant la production et jusqu'au niveau de la consommation. En plus de ces considérations environnementales, le premier objectif de CAP est d'avoir suffisamment de nourriture pour nos populations et d'avoir des revenus décents pour les agriculteurs. Il est clair qu'il faut reconsidérer la manière dont nous produisons et consommons notre nourriture. L'UE et la puissance d'exportation des produits agricoles. Cela veut dire qu'il faut accepter nos responsabilités en tenant compte de la dimension internationale de notre système alimentaire. Donc, premier point, la transformation est nécessaire. Mais deuxième point, comment allons-nous procéder? Comment avoir cette transition à la durabilité? Comment veiller à ce que tous les acteurs de la chaîne de valeur y participent? La question est de savoir si toutes les parties prenantes pertinentes et les décideurs dans les États membres ainsi que au niveau de l'UE partagent la même ambition. Et c'est essentiel de savoir si le cadre politique de l'UE correspond au but. Je vais déjà gâcher ma conclusion. Ma réponse est non, pas encore. Nous allons examiner le cadre de la politique agricole commune et la politique, la fourchette. Lorsque nous parlons de la production alimentaire, nous parlons d'agriculture. La politique principale de l'UE est la politique agricole commune introduite il y a plus de 60 ans. Des nouvelles caractéristiques de la réforme introduite l'année dernière sont des plans nationaux. L'intention est de donner plus de responsabilités aux États membres dans la mise en œuvre de la PAC. Cette architecture, cependant, a été critiquée car les ambitions environnementales données au plan stratégique ne semblent pas correspondre aux objectifs de l'environnement fixés par l'UE dans le Green Deal et les stratégies de biodiversité de la fourchette. Le problème clair ici est qu'il n'y a pas de lien direct entre le contraire de l'Europe et la PAC. Dans les plans stratégiques, les États membres devraient dire comment leurs programmes nationaux correspondent aux objectifs de la communauté européenne, mais ce n'est pas obligatoire. Il n'y a aussi aucun mécanisme pour la Commission européenne lui permettant de rejeter un plan stratégique si ce n'est pas correspond pas aux cibles environnementaux pour 2030 et 2050. Qu'est-ce que cela nous dit? Même si les réussites et les réformes de la PAC ont introduit de plus en plus de conditionnalités, ça reste tout d'abord une politique qui vise qui concerne la production alimentaire et pour donner les revenus aux agriculteurs. Ce n'est pas une politique d'environnement ni d'alimentation. C'est axé sur la production agricole, la politique en matière concernant les consommateurs et le traitement alimentaire reste en dehors de sa portée.
Alors, ça tue la fourche, la fourchette. Est-ce que cela donne le cadre politique nécessaire pour avoir un système alimentaire durable? Il est clair que cette stratégie découle de la reconnaissance des insuffisances de la situation actuelle et prend une perspective différente, c'est-à-dire perspective concernant les systèmes alimentaires, et reconnaît le lien inextricable entre les gens de bonne santé, les sociétés de bonne santé et une planète en bonne santé, et fixe des objectifs clairs, en particulier par la production primaire agricole, et tient compte des secteurs en aval et en amont, y compris le traitement alimentaire, le secteur grossiste de détail. Donc c'est un pas sur la bonne voie, mais on ne peut pas dire que la stratégie donne le cadre légal et solide pour le système alimentaire durable dont nous avons besoin, car il s'agit surtout d'un agenda pour les initiatives juridiques futures, et beaucoup dépend de l'ambition et de la cohérence du nouveau cadre juridique. Et ici, il y a le plus gros défi et le plus grand domaine inconnu. Et il y a un vrai risque, un risque réel, que la myriade de nouvelles lois, programmes, d'initiatives qui ont été annoncées manque une voie claire, c'est-à-dire de suivre la transformation du système alimentaire de l'UE. Pourquoi est-ce que je vois un risque? C'est parce qu'il faut penser de manière holistique et globale sur la stratégie. Si l'on veut que ce soit une réussite, il faut un système alimentaire, une politique qui fournit un cadre pour les principes et les objectifs pour les politiques sectorielles pertinentes. Il faut une politique alimentaire au niveau de l'UE avec des politiques aussi au niveau national. Je ne suis pas sûre, malheureusement, que nous n'y en sommes pas encore. Il faut progresser dans 4 directions. D'abord, il faut rompre les silos politiques, aligner les politiques et les objectifs communs. Il faut définir la durabilité des systèmes alimentaires, ce que cela veut dire. Il faut définir un ensemble de principes communs. Et ces principes communs doivent être appliqués à toutes les politiques liées à la production alimentaire et la consommation. Ensuite, il faut une vision à long terme pour la transformation. Durant les derniers mois, mon équipe et moi-même avons parlé avec différentes parties prenantes, les agriculteurs, les responsables du traitement alimentaire, les experts scientifiques. Ce qui est clair, d'après eux, c'est que la politique doit donner une vision complète d'où nous voulons aller. Mais il faut les bons outils pour soutenir cette transformation. Troisièmement, il faut intégrer tous les niveaux politiques. Nous voyons beaucoup d'initiatives individuelles dans l'agriculture, dans la chaîne d'approvisionnement. Beaucoup de ces initiatives partout en Europe. Cependant, il est important que ces initiatives fassent partie d'un cadre plus cohérent, structure plus cohérente au niveau des États membres pour que tout cela se complète. Enfin, il faut veiller à ce qu'il y ait une distribution équitable des responsabilités tout au long de la chaîne de valeur alimentaire. Le coût de la transition doit être bien distribué de manière équitable. Le traitement et la distribution doivent contribuer à la décarbonisation, et les consommateurs et les sociétés civiles doivent être incluses dans le débat. Cela m'amène à ma conclusion. Comment les politiques des États membres et comment les ambitions des États membres peuvent être davantage alignées sur celles de l'Union européenne. Cela n'est pas simplement une question d'aspect technique. Il s'agit avant tout d'une question liée à la définition et à la communication des objectifs que nous avons établis pour notre système alimentaire. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Geneviève. Geneviève, est-ce que vous voulez bien me rejoindre dans le fauteuil? On va rebondir sur un certain nombre de points très intéressants que vous avez mentionnés pendant votre intervention. Asseyez-vous.
Merci beaucoup. Dans mon introduction, j'ai dressé votre CV et j'ai parlé du temps où vous travaillez dans le cabinet de Jacques Delors lorsqu'il a assumé 2 mandats dans les années 80 et 90. Comment définiriez-vous l'évolution de cette politique en termes de transformation du système alimentaire? Vous avez parlé de 1992. Vous avez une certaine expertise, une expérience que nous pourrions tirer, dont nous pourrions tirer profit. Comment envisagez-vous cette évolution? 1992 était une date très importante parce que 1992 c'était l'année de la première tentative de verdissement de l'agriculture. C'est ce que l'on c'est ce que l'on appelait la réforme Delors-Machary. Mon collègue irlandais, oui, en effet. On parlait dans le cadre de cette réforme des régions rurales. Et cette réforme s'inscrivait dans la droite ligne des objectifs de la politique agricole commune. L'un des événements qui ont sensibilisé Jacques Delors au besoin de protéger notre environnement fut Tchernobyl, en 1986. Il semblerait que l'histoire se répète. Oui. J'ai commencé à travailler dans son cabinet en 1991, au début de l'année 1991. Et à l'époque, il avait déjà compris à quel point il était important de protéger les ressources naturelles. Mais il ne voyait aucune contradiction et c'est d'ailleurs un fil rouge tout au long de sa vie. Il n'y avait pas de contradiction entre le fait de garantir des aliments de qualité pour l'ensemble de la population, un revenu décent pour les agriculteurs et la protection de l'environnement. Il faut juste transformer notre système alimentaire. En ce sens, Geneviève, est-ce que la stratégie de la fourche à la fourchette nous permet d'avancer dans la bonne direction? Est-ce que vous pensez que le fait de considérer la chaîne de valeur dans son ensemble nous permet vraiment de faire des progrès? Je pense que cette approche holistique, exhaustive, qui tient compte de l'ensemble des maillons de la chaîne de valeur est la bonne stratégie à suivre. Toutefois, nous n'y sommes pas encore. Selon moi, en raison de 2 facteurs principaux. Premièrement, je ne pense pas que la stratégie ait fait l'objet d'une discussion avec l'ensemble des acteurs principaux. Les agriculteurs n'ont pas été suffisamment consultés dans la mise en place des objectifs de cette stratégie, et je pense qu'il faut à tout prix éviter de reproduire cette erreur. Vous savez que Delors était l'homme du dialogue social. Il écoutait toutes les parties prenantes. Et lorsque je travaillais à la WWF, j'aimais vraiment notre devise. Ensemble, tout est possible. Nous travaillons ensemble pour établir les bons objectifs et travaillons ensuite à leur réalisation. Il faut donc éviter de reproduire cette première erreur. Deuxièmement, aucun lien direct n'avait été établi entre la PAC et la stratégie de la fourche à la fourchette. Il faut vraiment éviter de reproduire ces 2 erreurs si nous voulons progresser. Nous allons entendre parler de cela d'ici quelques instants. Quant à l'adhésion des États membres. Hier soir, lors du repas avec les parties prenantes,
Nous avons énormément parlé. Il y a eu notamment la question de l'Ukraine et de l'invasion russe. L'aspect humanitaire étant bien sûr essentiel. Comme Steven l'a dit, ce conflit a mis en lumière l'interdépendance entre la sécurité alimentaire et la sécurité de manière générale. Deux choses. On devrait se montrer solidaire à l'égard des pays les plus touchés, surtout dans notre voisinage. J'entends par là le Maroc, le Liban, l'Égypte principalement. Des pays qui traversent des situations extrêmement difficiles à la suite de la réduction des exportations d'Ukraine. Mais, en plus de ça, ces pays doivent faire face au changement climatique, au stress hydrique. Et nous devons donc nous montrer solidaires avec eux. Deuxièmement, nous devrions essayer de combiner le besoin de remplacer notre production avec le besoin de progresser en matière de durabilité. Notre priorité devrait être de remplacer les importations de soja par d'autres alternatives, car la production de soja est un moteur principal de la déforestation. C'est une question qui fait l'objet de nombreuses discussions au niveau de la Commission européenne. Geneviève, est-ce que vous avez un message que vous aimeriez transmettre avant de partir? Je pense avoir dit l'essentiel de ce que je souhaitais dire. Je pense que tout le monde ici comprend très bien ce que je souhaitais faire passer comme message. Ensemble, tout est possible. S'il vous plaît, discutez les uns avec les autres, parlez de vos difficultés, parlez de ce que vous devez faire, ce que vous avez à accomplir et établissez des objectifs. Merci beaucoup Geneviève. On se revoit certainement un petit peu plus tard cet après-midi. Merci beaucoup.